Bonjour, parents confinés et toutes les personnes qui s'occupent des enfants en ces moments. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de la parentalité en confinement et je vous ai fait trois parts. Sur la première, c'était la sécurité. Ensuite, c'était les ressources. Et finalement, c'était la perspective. Et aujourd'hui, je vais développer la deuxième, qui est les ressources et la zone de confort. Je suis Myriam, je suis infirmière, j'ai plusieurs formations en communication et je suis maman de deux petits. C'est parti. La zone de confort, c'est tout ce qu'on connaît, c'est pour ça qu'on est rassuré, c'est ce qui nous rassure. Et donc du coup, quand on nous fait sortir de cette zone de confort, eh ben, on ressent de l'inquiétude, des peurs, des choses négatives. Et donc du coup, c'est un peu mal au ventre, on ne se sent pas bien, on est stressé. Par contre, si on essaie de sortir à cause de quelque chose de positif, peut-être parce qu'on était célibataire, que du coup on rencontre quelqu'un, et du coup on est tout heureux, tout joyeux, tout excité, voilà, c'est plutôt les papillons dans le stomac. Et bien si vous vous rendez compte, tout ça c'est des émotions qu'on ressent. Et qu'est-ce que c'est que les émotions? Et ben, comme le nom le dit, E, c'est le symbole de l'énergie en physique, et motion, c'est les mouvements. Donc c'est une énergie qui provoque ou qui fabrique un mouvement. Alors, si vous voyez les dessins animés, ça se voit très facilement. Quand on est énervé, on devient tout rouge et ça finit par siffler par les oreilles, par sortir de la fumée. Ou bien quand on est tout amoureux, les yeux qui sortent en forme de cœur, qui palpitent. Voilà, donc c'est très visuel. C'est plus que nous. Enfin, nous, c'est moins évident, les émotions, et surtout sont moins évidentes à identifier, surtout parce qu'on ne ressent pas une à la fois, mais plusieurs. Donc, si par exemple, on a notre enfant qui est tombé, bah, on va rigoler parce que c'était drôle quand même, mais du coup, on va être un peu triste, dégoûté parce que bon, il s'est fait mal, on est un peu inquiet, on ne sait pas ce qu'il s'est fait. Mais d'un autre côté, en plus, ça va nous énerver, ça va nous agacer parce que je te l'avais dit. Donc voilà, c'est un mélange des choses. Donc en plus, si vous suivez un petit peu les infos des neurosciences, maintenant on sait qu'on a trois cerveaux. Un dans la tête, un autre dans le ventre et un troisième dans le cœur. Et donc du coup, celui dans le ventre, on le voit bien parce que si vous vous rendez compte, on a plein d'expressions qui disent, eh ben, mal au ventre, les papillons dans l'estomac, j'ai un nœud à la gorge, quand on ne veut pas dire quelque chose voilà, qui nous tracasse. Donc, euh, c'est quoi le processus? Eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Notre appareil digestif diagnostique fabrique une émotion et notre cerveau de la tête capte cette émotion et l'identifie. Alors, du coup, de quoi on a besoin, notre tête, pour identifier cette émotion? Eh ben, que notre cerveau se développe normalement. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai répondu à Lourdes dans des commentaires. La définition de développement psychomoteur, c'est l'acquisition des capacités dans un processus de maturation jusqu'à 23 ans. Donc, vous vous rendez compte, c'est long. On fait, notre cerveau ne s'arrête pas à 18 ans. Il continue à se développer même jusqu'à 23 ans environ. Donc, ça va être à 4 niveaux. Ça va être moteur, cognitif, communication et social. Mais ça, ouais, je vous le laisse pour une autre vidéo parce qu'on a de quoi parler. Alors, comme adulte, avec un cerveau développé, on acquis toutes ces capacités. Donc, c'est quoi notre tâche? Bah, ça va être d'abord de l'observation. Donc, il va falloir apprendre à s'observer soi-même, qu'est-ce qu'on se ressent et où on ressent. D'accord? Pour identifier à quel niveau. Et une fois qu'on a ressenti, qu'on a observé ça, le deuxième pas, c'est identifier. Ça veut dire nommer ces émotions. Et plus on le fait, plus on va avoir du vocabulaire et qui va nous faciliter la tâche pour l'avenir et surtout pour transmettre ces apprentissages à nos enfants. En troisième, ça va être la gestion. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les émotions arrivent, on va dire, en cascade.
on ne devient pas colérique ou euphorique en 1 seconde. Ça se cumule, d'accord? Et donc, par exemple, l'agressivité, ça se représente par une graphique, une cloche à l'envers, une cloche, voilà, comme une petite montagne. Et quand on est à la base, eh bien, c'est là où on est calme, on est tranquille. Et donc, il y a des facteurs qui vont nous faire grimper sur la montagne, comme la fatigue, la pression, la peur, la faim, parce qu'il y a certains qui, quand ils sont faim, ils sont insupportables, la douleur pour les patients qui sont à l'hôpital et qui sont mal, du coup, il devient un peu agressif. Donc, du coup, ça va nous faire monter jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Et d'un coup, on a la goutte d'eau qui nous fait déborder le bas. Et puis, du coup, ça éclate. Et puis, du coup, c'est des cris, des coups de porte, des objets qui volent. Voilà. Donc, ça explose. Pour les enfants, du coup, comme je vous disais, ils sont ces petits entonnoirs qui cumulent des peurs et des tensions tout au long de la journée. Et si on ne le vide pas, il va déborder. Bah, cet effet de débordement, c'est ce que Aletta Solter appelle dans son livre le biscuit cassé. Et c'est quoi ces biscuits cassés? Et bah, ça va être l'excuse parfaite pour justement vider cet entonnoir. C'est-à-dire qu'on va lui donner un petit biscuit, mince, il est cassé, ils vont nous piquer une colère terrible juste à cause d'un biscuit. Et donc, du coup, nous, on va se dire non, mais arrête, mais c'est bon, c'est juste un biscuit avec notre cerveau rationnel d'adulte. Mais si on se rend compte qu'il y a tous ces processus derrière, on va se rendre compte que c'est juste une excuse, pas volontaire, hein, pour un petit peu pouvoir relâcher, vider leur entonnoir. Et donc, du coup, si on tient tout ça en compte, d'un côté, on va changer, on va prendre du recul, on va changer notre point de vue, on va voir les choses autrement, ce qui va nous faire avoir un peu de l'empathie pour notre enfant. Ça fait que on va pas s'énerver quand il se met en colère, parce que quand quelqu'un se met en colère, nous on se met en colère aussi. Et bah du coup, on va rester calme, parce qu'on va comprendre que c'est à cause de ça, c'est pas la peine. Et du coup, on va pouvoir les accompagner de façon calme et leur apporter la sécurité dont ils ont besoin. Et en même temps, on leur apprend à eux avoir de l'empathie et à trouver des solutions tranquilles et calmes. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, ça on est d'accord. Donc il vaut mieux vider l'entonnoir de temps en temps qu'après récupérer les miettes du biscuit cassé. Donc voilà. En résumé, comme adulte, nous, on doit travailler cette observation des émotions, d'accord? C'est ce qui est très important. Et en deuxième, on a deux options. Dans un moment d'énervement, de colère, où on s'écrispe, voilà, bah, ou bien on arrive à être conscient de tout ça, et du coup, observer bien notre corps, et donc du coup, lui dire, eh ben, on va se relâcher, on va descendre les épaules, les poignets, le front, le mâchoire, la respiration, et on va envoyer un contre-ordre à notre cerveau pour lui dire, non, là, tu t'es calme, parce que c'était notre cerveau qui nous avait dit je suis en train de m'énerver parce que je reconnais des émotions qui énervent, donc on va s'y crisper pour montrer justement comme les dessins animés, voilà. Mais notre conscience, à force de s'observer et de prendre l'habitude, on va se rendre compte avant d'exploser et on va dire oh là c'est les signaux, ça c'est les premiers symptômes, d'accord, on va les faire descendre et on va s'obliger à relâcher. Deuxième option, on n'est pas capable de descendre, eh bien, on passe la relève à quelqu'un d'autre. Tiens, occupe-toi, moi là tout de suite je peux pas. C'est pas possible parce qu'on est tout seul. D'accord, on réagit pas, on n'explose pas, on verbalise, on dit à l'enfant écoute, là je suis tendue, je vais réagir d'une façon que je ne voudrais pas le faire, donc je vais respirer dans un coin et je reviens après et on en discute. Et c'est ce qu'on fait. On s'éloigne, on va dans une autre chambre, on respire, on fait des pompes, on fait ce qu'on veut et on fait descendre cette courbe pour pas exploser justement. Et même si on ne descend pas complètement en bas, mais au moins on revient déjà dans un autre niveau d'énergie pour pouvoir aborder ce qui s'est passé. Donc si tout ça en plus on est capable de le faire en verbalisant ce qu'on fait et ce qu'on ressent, et ben,
On va en plus leur apprendre justement de l'empathie parce qu'ils vont comprendre qu'est-ce que les autres ressentent et comment ils le ressentent. Et en plus à trouver des solutions, que c'est possible, parce qu'on va leur dire, bah justement, non, je ne réagis pas, là je m'en vais, je respire et je reviens. Donc on est en train de leur apporter des outils. Et la façon de verbaliser, euh, il ne faut pas être culpabilisant parce que tu as fait ça, parce que tu es à l'heure des dîners, par exemple, tu es, un cochon, tu en as mis tout par terre ou c'est pénible. Voilà. Non. Si vous arrivez, c'est question de pratique. Le gamin qui arrête pas de taper dans l'assiette avec la fourchette, ça nous casse les oreilles. Et ben, peut-être déjà lui dire dans les messages je, si vous les connaissez, d'abord on exprime, on décrive ce qui arrive et après on décrive ce que ça nous fait ressentir. Donc, écoute, les bruits de la fourchette est vraiment désagréable pour moi. Ça me fatigue, donc je préfère manger dans du calme, qu'on puisse discuter, qu'on puisse entendre. Et en plus, du coup, vous êtes en train de leur apporter une, une possibilité, une option B. Parce que souvent on dit non, tu peux pas faire ci, non, 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 non. Mais du coup, d'accord, et qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, tape dans la serviette, ça fait moins de bruit. Ou peut-être que tu peux attendre et jouer après à taper dans ta chambre avec les casséroles en jouet. Et maintenant, on le fait tranquille. Fait, voilà. Et n'oubliez pas surtout de profiter de ces moments positifs, de ces choses qu'ils font bien, aussi pour le verbaliser. Et ah bah c'est bien, tiens, t'as éteint la lumière ou tu as pensé à faire ça. Parce que du coup, ça leur motive à continuer à avoir ces comportements positifs que parfois on dit, bah oui, mais non, mais c'est normal, c'est ce qu'il faudrait faire. Oui, bah non. Bah, pour eux, il faut les acquérir et le fait qu'on lui reconnaisse son effort, ah bah ça leur fait monter en autoestime et du coup, ils vont continuer avec ces comportements positifs qui nous plaisent. Et je voulais finir cette vidéo par une phrase des Gandhi que j'ai entendue récemment, que j'ai adorée. Je vous la laisse, mais avant, je vous dis merci pour votre soutien. Il faut vous inscrire, partager, faites des likes et puis me laissez vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.